Bonjour à tous, donc du coup on se retrouve pour un petit tutflix de biophysique où du coup on va aborder le chapitre qu'on n'avait pas eu le temps de faire à la PR avec vous, dont on vous avait parlé, qui traite des équilibres acido-basiques. Et donc du coup on va essayer de faire un petit peu comme on a fait pendant la PR, donc on va faire du cours, on va faire tout le cours dans un premier temps, et après on fera les exercices. Voilà. Donc pendant les exercices, donc dès qu'on affichera un exercice, vous le mettez en pause, vous faites l'exercice, parce que nous on corrigera tout de suite du coup pour la vidéo. Voilà, voilà. Donc on vous laisse avec Greg pour commencer Voilà. le cours. Bon allez, ça y est les petits potes, on y va. Donc du coup on traite sur l'équilibre acido-basique, on n'a pas eu le temps de voir à l'APR, donc c'est un chapitre qui tombe assez régulièrement, même tout le temps. Pas évident à comprendre, mais on va essayer de poser les bases là, histoire que vous ayez à peu près les mécanismes physiologiques au niveau acido-basique, et après on attaquera sur le pathologique avec Hugo, la partie d'Hugo. Donc du coup, moi je commence avec les généralités. Donc il faut savoir que notre corps humain, il est sous la constante remarquable donc, du pH, qui est de 7,4 plus ou moins 0,02. Et ça c'est super important. Bon, je rappelle que le pH n'a pas d'unité, mais il faut savoir que le corps humain va faire en sorte de tout le temps maintenir cette constante à 7,4. C'est pour ça qu'on donne une marge d'erreur donc, de 0,02. Mais il va être super important pour le corps humain donc, de rester dans cet intervalle-là. Après, on va voir ce qu'on appelle l'acidité. L'acidité de notre corps est caractérisée par la concentration en ions H+, et H3O+. Donc ça, c'est super important. De là va en découler, donc du coup, la formule, je vais mettre le pointeur, la formule du pH qui est égale à moins log de H3O+, et on trouvera donc du coup notre pH. Donc ça, c'est la relation de base que vous avez dû voir en chimie aussi. Ça, il faut tout le temps le garder à l'esprit, que c'est ça. Donc on fait vite fait un rappel, mais un acide H+, donc du coup, est une substance dont la dissociation en solution augmente H+. Donc si un acide, ça augmente l'acidité, ou diminue, donc HO-, ça va diminuer la basicité. Après, une base, HO-, est une substance dont la dissociation en solution diminue H+, ou augmente OH-, pardon. Donc ça, c'est pareil. Et après, un petit rappel aussi que la base conjuguée de l'acide AH est A-, car elle est capable de fixer un ion H+, la base est d'autant plus faible que son acide conjugué est fort. Donc ça, c'est super important. Il faut le savoir, la base est d'autant plus faible que son acide conjugué est fort. Et inversement. Donc après, on arrive sur le système tampon. Le système tampon, du coup, c'est un mélange dans des proportions de même ordre de grandeur d'un acide faible, AH, et de sa base conjuguée, A-. Donc ça, c'est super important. On va y revenir, les systèmes tampons du corps humain. Il y en a pas mal à apprendre, donc du coup, il va falloir les savoir. Mais c'est ça, donc c'est un mélange dans les proportions de même ordre de grandeur d'un acide faible, AH, et de sa base conjuguée, A-. Donc l'introduction dans cette solution d'un acide ou d'une base provoque une variation de pH beaucoup moins importante que si elle est introduite dans de l'eau pure. Ça, c'est super important. Donc il est primordial de garantir le pH, donc ça c'est ce que je vous ai dit, dans des valeurs physiologiques étroites, donc c'est super étroit et c'est difficile à maintenir ça, mais le corps humain va mettre en place donc, des mécanismes pour permettre donc, de maintenir ce pH à 7,4, plus ou moins 0,2, donc ça c'est une valeur à connaître, ça, la valeur d'erreur là, auquel une trop grande variation aura de lourdes conséquences sur l'équilibre. Donc si on est en acidose ou en alcalose, vous allez voir après, ça va avoir des répercussions sur l'équilibre, notamment sur les mécanismes de réaction de notre organisme, et c'est pour ça qu'il va falloir être pris en charge rapidement. Donc du coup, le contrôle de l'équilibre acido-basique, donc ça c'est primordial, donc dans toutes les pathologies, on va chercher de garantir cet équilibre. Donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie acido-basique, c'est un processus de régulation par lequel l'organisme maintient le pH entre les limites des valeurs normales. Donc en fait, il faut bien comprendre que le corps humain va mettre en place donc, des mécanismes qui vont permettre de maintenir le pH à 7,4. Il s'avère que des fois ces mécanismes, du coup, ont un dysfonctionnement et c'est là où on va devoir prendre en charge le patient. Mais la plupart du temps, dans des petites pathologies, on va dire, le corps humain parvient à maintenir cette homéostasie acido-basique. Donc il existe une production physiologique d'acides. Donc vous savez, dans le corps, il y a automatiquement des acides qui sont produits tout le temps et cet équilibre est maintenu à l'aide du couple acido-basique, donc HCO3-, ce qu'on appelle les bicarbonates, et CO2, donc du coup le CO2, et qui a pour équation de réaction dans le corps humain ceci. Donc là, il faut bien faire attention. Donc du coup, notre CO2 dissous, c'est quand on va inspirer, on va avoir du CO2 dissous, et quand on va expirer, du coup, il va s'évacuer du corps humain. Mais du coup, on va pouvoir mettre en évidence donc du coup la relation entre CO2 dissous plus H2O, qui donne donc des ions bicarbonate et H+. Donc du coup, il y a une relation entre les deux qu'il va falloir bien comprendre, sinon on va avoir du mal par la suite à comprendre les mécanismes. En réalité, l'ion H+, ici en solution, est une molécule d'eau sous forme de H3O+, mais pour le bien de l'équation, pour simplifier l'équation, on met juste H+. Donc voilà. Donc ce phénomène est crucial et a permis donc...
et est permis par différents systèmes de tampons. Les poumons permettent donc du coup l'élimination du CO2 dissous grâce à la respiration, et les reins, quant à lui, vont permettre l'élimination des bicarbonates. Donc du coup, grâce à ce couple acido-basique, on va avoir donc déjà 2 organes majeurs qui vont permettre donc d'éjecter ces acides et tout ça, les CO2 dissous par les poumons et l'HCO3- par les reins. Donc là, on peut très vite comprendre que si on a un problème au niveau des poumons, le premier mécanisme de régulation va tendre à produire donc HCO3- et au niveau des reins et l'éliminer. Et inversement, nous avons un problème au niveau des reins, l'équation va tendre à produire plus de CO2 dissous pour l'éliminer par les poumons. Donc ça, ce sont les premiers mécanismes qu'il faut connaître, et ça va permettre de maintenir le pH, mais on va voir s'il y a vraiment un trop gros dysfonctionnement, le corps humain va pas du tout y arriver, et c'est là où on va devoir prendre en charge le patient. Donc du coup, on va repartir de la formule d'Anderson-Hasselbalch, que je pense que vous devez voir en chimie aussi, mais nous on la voit aussi en biophy, où le pH est caractérisé par 6,1, plus log de la concentration en HCO3-, donc du coup la concentration en bicarbonate, sur SpCO2. Donc là, vous l'aurez très vite compris, on a au niveau des reins HCO3- et SpCO2, donc du coup c'est notre CO2 dissous, donc c'est ça, CO2 dissous, SpCO2, qui donc est pris en charge par les poumons. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc pour faire rappel vite fait sur les unités, la concentration en bicarbonate c'est en millimoles par litre, notre pression partielle en CO2 dans le sang c'est en millimètres de mercure. Et après, on va avoir la constance S qui est égale à 0,03. C'est le coefficient de solubilité du CO2 qu'on va multiplier par notre pression partielle. Et du coup, on va obtenir notre CO2 dissous. Donc ça, c'est pareil, c'est une équation à connaître parce que des fois, vous allez avoir juste le CO2 dissous ou juste la PCO2 et il va falloir jongler avec les deux. Soit on vous demande une pression partielle, donc là, il faudra calculer PCO2. Soit on vous demandera la quantité de CO2 dissous. Et là, ici, il faudra donc calculer CO2 dissous. Une petite anecdote, non, pas du tout, mais genre ici vous avez très bien compris que SpCO2 peut être remplacé aisément par CO2 dissous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la relation. Donc la relation évidemment est à connaître par cœur. Après donc du coup on va chercher les origines des ions H+. Donc ce sont évidemment les ions H+, ce sont les acides, et les acides en fait ils sont de deux sortes. On peut avoir des acides volatiles et des acides fixes. Les acides volatiles, donc c'est des acides pouvant s'échapper de la solution dans laquelle ils sont contenus. Donc ici, le seul acide volatile qu'on connaît dans le corps humain et que même qui est présent dans le corps humain, c'est le CO2 dissous. C'est le seul acide dans le corps humain. Il n'est pas totalement dissocié au pH de l'organisme. C'est pour ça qu'il a un pKCO2 de 6,1. Donc le CO2 dissous, il est produit, mais il vient de l'air. Et après, il est produit dans le corps, mais donc du coup, c'est un acide volatile. Et après, on va voir ce qu'on appelle les acides fixes. Les acides fixes ne pouvant pas s'échapper de la solution dans laquelle ils sont contenus, donc ils sont dans notre corps humain, mais ne peuvent pas s'échapper. Par exemple, nous avons les minéraux où X-, c'est une notation, X- n'est pas métabolisable, donc c'est-à-dire on ne peut rien y faire, ils sont comme ça. Les acides phosphoriques, par exemple, l'acide sulfurique, sont présents dans l'organisme et on ne peut pas les métaboliser. Après, on va voir les acides, donc du coup, fixes organiques. Donc pareil, Y- est métabolisable par contre. Par exemple, l'acide lactique, vous allez voir par différents procédés, vont pouvoir se métaboliser et être éliminés, mais l'acide en tant que tel ne peut s'échapper de la solution. C'est qu'après métabolisation qu'il pourra s'échapper. Donc, sont totalement dissociés au pH de l'organisme parce que le pK, il est nettement plus faible que le pH, ce qui donne donc des ions H+ plasmatiques. Donc les ions H+ plasmatiques, ce sont les acides qui vont se retrouver dans le sang, et on va le voir après, que vont faire ces acides dans le sang, comment ils vont être éliminés. Donc voilà, comprendre la distinction entre acide volatile et acide fixe. Et bien sûr, dans acide fixe, nous avons les minéraux qui ne sont pas métabolisables et les organiques qui, eux, vont être métabolisables, mais l'acide lactique en tant que tel ne peut pas s'échapper de la solution. Après, donc du coup, je vous ai dit, on va avoir des acides, mais le but du jeu, ça va être donc du coup de les éliminer. Et donc en ça, je vous ai déjà un peu parlé qu'on va pouvoir les éliminer via les poumons ou via les reins. Donc les poumons, ça va être le mode de régulation le plus rapide. C'est celui-là qui va très vite se mettre en place parce qu'on va pouvoir vite influencer sur notre ventilation et donc régler notre pourcentage d'acide dans le corps. Donc c'est ce qu'on appelle les acides volatiles. Évidemment, le CO2 dissous va être directement sous la dépendance de mon poumon. Donc ici, nos acides, les ions H+, sont éliminés par les poumons par le biais du CO2 gazeux. Évidemment, quand on va expirer, ça va être notre CO2 gazeux qu'on va éliminer. Donc ce dernier sous la forme de combinaison d'ions bicarbonate plasmatique et d'ions H+, et de molécules d'eau aussi évidemment. L'eau est super important dans toutes les réactions et il est éjecté lors de la ventilation. Donc là on va avoir une équation. Mes acides, donc H+,
plus donc du coup mes bicarbonates plasmatiques vont donner ce qu'on appelle du CO2 dissous et de l'eau. Ce CO2 dissous va donc du coup aller au niveau des poumons pour se changer en CO2 gazeux plus de l'eau, et c'est pour ça que du coup le CO2 gazeux va pouvoir être éjecté via l'expiration. Donc en fait le corps humain, grâce à cette réaction, permet donc de prendre en charge l'acide H+, plus du coup mes ions bicarbonate plasmatiques, vous allez voir qu'il y a un système tampon, le transformer en CO2 dissous, plus de l'eau, et le transformer en CO2 gazeux qui pourra être éliminé. Donc là, c'est un premier mode d'élimination des acides de notre organisme via les poumons. Donc encore une fois, c'est le mode de régulation qui se met en place le plus rapidement, qui est très rapide. Il suffit donc d'être en hypo ou hyperventilation pour faire varier notre concentration d'acide. Donc ça, vous verrez après, je ne rentre pas trop dans les détails. Après, du coup, on va avoir les reins. Et les reins, eux, vont plutôt jouer un rôle au niveau des acides fixes. Donc ici, les ions H+, donc nos acides sont transformés en CO2 dissous comme tout à l'heure dans le sang, par combinaison avec l'ion bicarbonate HCO3-. Donc là, c'est le même début de réaction. Les ions bicarbonate vont prendre en charge les acides qui vont le transformer en CO2 dissous avant d'être là rejetés dans les urines par décomposition de ce même CO2 dissous grâce à l'anhydrase carbonique. Donc là, on va le voir sous forme de réaction. Encore une fois, donc nos acides qui vont être pris en charge par les bicarbonates, transformés en CO2 dissous dans notre plasmatique. Ce CO2 dissous va aller jusqu'aux reins qui vont se décomposer donc du coup en HCO3-, donc en bicarbonate qui va pouvoir lui repartir dans le sang et être à nouveau réutilisé, et donc en H+ dans les urines. Et là vous allez voir que du coup on passe donc d'H+ plasmatique vers H+ les urines et ces acides, donc tout ça grâce à l'anhydrase carbonique. Bon, ça du coup ça ne demande pas beaucoup, on ne le demande pas souvent, mais il faut le savoir que notre CO2 dissous plasmatique se transforme en ion bicarbonate et en acide H+ dans les urines par l'anhydrase carbonique. Donc finalement on peut dire que notre quantité d'acide plasmatique va donner notre quantité d'acide dans les urines, et cet acide dans les urines va être pris en charge par des tampons urinaires, vous allez le voir plus tard, ce qu'on appelle les phosphates et tout ça, et notamment NH3. Donc voilà. Donc les reins et les poumons, les poumons plutôt les acides volatiles qui vont être éjectés en CO2 gazeux via la respiration, et les reins donc du coup à partir de notre acide plasmatique vont être éliminés via l'urine, donc en ion H+, donc en acide, qui vont être pris en charge ensuite par les tampons urinaires, donc NH3 ou les phosphates et tout ça. Donc voilà. Donc ça fait beaucoup là, mais il faut bien raisonner avec l'équation, et très vite on comprend que finalement on a une certaine quantité d'acide qui vont être ensuite donc transformés pour soit être éliminés en acide volatile via le CO2 gazeux, soit du coup en H+ dans les urines avec les tampons urinaires. Donc les différents tampons de l'organisme, donc là c'est super important, il faut connaître la définition des tampons de l'organisme. Donc ce sont les systèmes tampons de l'organisme, ne régulent pas le pH mais tamponnent ses variations. Donc là c'est super important, ça tombe tout le temps en concours, il ne régule pas le pH mais tamponne ses variations. Donc il va faire en sorte d'amortir les variations. Donc l'organisme va détecter le pH et ajuste en conséquence le fonctionnement de ses poumons et de ses reins. S'il est trop sollicité, c'est ce que je vous disais, ce système peut dysfonctionner. Donc dans une certaine mesure, l'organisme va prendre en charge ces variations, donc va détecter s'il y a une variation du pH et va la prendre en charge soit avec le poumon, soit avec les reins. Et si vraiment c'est trop sollicité, donc ce système peut dysfonctionner, et donc là c'est la prise en charge. Donc du coup on va voir les tampons fermés. Alors les tampons fermés, c'est ceux qui ne peuvent s'échapper de l'organisme, soit parce qu'ils sont dans un secteur fermé comme les cellules, soit parce qu'ils sont trop volumineux. Donc on peut dire que finalement notre acide et notre base demeurent constantes donc dans l'organisme. Donc ça, ce sont les tampons fermés. Donc les tampons fermés, il y en a des tampons macromoléculaires, donc ça peut être cellulaire grâce aux protéines, érythrocytaires, l'hémoglobine, plasmatique, protéines. Après, on va avoir les tampons micromoléculaires, donc là c'est plutôt en intracellulaire avec les phosphates, osseux avec les phosphates encore une fois, donc, mais il y a d'autres tampons osseux. Et après, on va avoir le volume extracellulaire avec les phosphates, bon là c'est négligeable. Bref, on peut considérer que ces tampons, généralement les tampons fermés, on n'en utilise pas beaucoup. Les tampons de l'organisme autres que les bicarbonates et CO2, donc du coup, peuvent être assimilés à un seul tampon fermé de pK moyen, donc de 6,8. Bon, ça, généralement, les tampons fermés, on s'en sert pas beaucoup. Nous, on se sert plutôt des tampons ouverts. Donc là, c'est la relation entre les ions bicarbonate et CO2 dissous, donc avec la relation que je vous ai donnée tout à l'heure. Et donc là, c'est ouvert parce qu'ils peuvent s'échapper de l'organisme, donc sous forme de CO2 gazeux au niveau des poumons, et donc là, pris en charge avec les urines.
Donc c'est principalement extracellulaire, donc ça c'est toujours pareil, la même relation. On part donc du CO2 gazeux qui peut se transformer en CO2 dissous et qui peut donner donc du coup des ions, nos acides urinaires plus bicarbonate. Donc là cette partie-là sera plutôt éliminée par les reins, enfin d'ailleurs c'est plutôt cette partie-là parce que ça va être réutilisé et cette partie-là va peut-être plutôt être éliminée par les poumons. Évidemment, je suis allé trop vite, donc ça c'est bon. Donc c'est les poumons, c'est pour ça qu'on calcule la concentration en CO2 dissous avec le coefficient de solubilité fois PCO2, notre pression partielle en CO2. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans la relation d'Anderson-Hasselbalch. Et donc dans les reins, le seul moyen c'est de calculer, pour calculer la concentration d'HCO3-, c'est de passer par notre relation d'Anderson-Hasselbalch, pH égale 6,1 plus log de la concentration en bicarbonate sur finalement notre CO2 dissous qui est égal aussi à SpCO2. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, donc les régulations de l'équilibre acido-basique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la régulation la plus rapide, c'est la ventilation. Elle se met très vite en place en quelques minutes. Donc, les poumons sont capables de réguler le pH en ajustant la concentration en acide volatile, en CO2 dissous, par un contrôle cérébral de la PCO2, donc notre pression partielle en CO2, en modifiant la fréquence respiratoire. Donc, c'est là où on peut être en hypoventilation ou en hyperventilation. Hugo reviendra dessus juste après pour vous faire le distinguo entre les deux. Et après, on va avoir une régulation qui va être plus lente à se mettre en place, donc plusieurs heures à quelques jours. Là, c'est comme je vous l'avais dit, c'est les reins. Donc les reins, eux aussi, sont capables de réguler le pH, donc en ajustant la concentration en acide fixe, conduisant à la valeur normale de la concentration en HCO3- grâce à une élimination adéquate, donc des ions H+, dans les urines. Donc là, on est sur plutôt la partie droite de l'équation ici. Donc ici, ça va être très long à se mettre en place, le temps qu'on détecte qu'il y a le pH, le rein se met en place et tout, alors que les poumons, on va très vite le détecter et on va pouvoir, grâce à la ventilation, réguler le pH. Mais ça, encore une fois, ces systèmes ont des limites. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement, du coup, il va falloir le prendre en charge parce que le corps ne peut pas tout le temps réguler le pH de manière adéquate. Donc un état acido-basique normal correspond à, donc du coup notre point principal dans tout cet équilibre acido-basique, c'est le pH. Le corps humain va toujours faire en sorte de garder un pH adéquat parce que si on est en acidose ou en alcalose, donc plus d'acide ou moins d'acide par exemple, et du coup les réactions métaboliques de l'organisme ne vont pas pouvoir se faire et donc du coup après évidemment tout s'enchaîne et c'est la merde. Voilà. Bref, du coup, le pH, on l'a dit, peut être donc régi par les poumons grâce à un contrôle cérébral de la respiration. Les poumons, eux, donc du coup, vont influencer sur la ventilation et on va pouvoir donc réguler notre concentration en acide volatile, donc notre CO2 dissous, pour réguler notre pH. À l'inverse, par exemple, le pH peut être aussi contrôlé par les reins. Encore une fois, ça met très longtemps à se mettre en place, mais c'est possible. Et les reins, eux, vont éliminer, ça va plutôt être une élimination urinaire des acides fixes. Et donc, de là, ils vont pouvoir réagir sur la concentration d'acide fixe et donc, du coup, ajuster notre pH. Donc voilà, donc ça, il faut bien comprendre ce schéma, qu'on va avoir deux systèmes, les poumons et les reins, qui vont agir soit sur la ventilation, soit sur l'élimination urinaire, et tous deux peuvent interagir donc sur le pH. Donc là, on va parler plutôt de valeurs normales, et ça, ce sont des valeurs à apprendre. Ce sont les valeurs donc, qui caractérisent un patient donc, physiologique. Donc un ajustement des poumons dans la concentration en CO2 en acide volatile à sa valeur normale. Donc la concentration en CO2 dissous, c'est 1,2 plus ou moins encore 0,1 mmol par litre. Et ça nous donne une pression partielle en CO2, si on refait la relation SpCO2 égale CO2 dissous, de 39 plus ou moins 3 mm de mercure. Donc ça, ce sont des valeurs à connaître. Même la relation entre CO2 dissous et PCO2 avec le coefficient de solubilité du CO2 est à connaître. Après, on a un ajustement des reins en acide fixe à sa valeur normale. Bon, ça, je vous l'ai dit. Le pH normal, je l'ai dit au début, il est de 7,4 plus ou moins 0,02. Donc 7,38 et 7,42 sont l'intervalle où on peut dire que le pH est normal. Donc les valeurs normales dans le sang artériel, on va avoir donc du coup le pH, je vous l'ai dit, 7,4. CO2 dissous, 1,2 plus ou moins 0,1 mmol. Donc une PCO2 de 39, bon ça je vous l'ai déjà dit. Une concentration en bicarbonate normale de 24 mmol par litre. Après donc du coup notre CO2 total, finalement notre CO2 total c'est la concentration en CO2 dissous, donc de 1,2, plus notre HCO3- en bicarbonate, donc de 24, ce qui nous donne environ 25. Donc on a notamment dit que le CO2 total est de 25 mmol par litre. Donc ça encore une fois ce sont des valeurs à connaître, vous en aurez besoin pour résoudre les exos.
Et même plus tard, dans un avenir futur médecin, il faut le savoir. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite, qui est un peu compliquée, avec Hugo pour vous expliquer tout ça. Et coucou les petits amis. Donc du coup, Greg vous a parlé de tout ce qui était du coup physiologique, de tout ce qui se passait à l'état normal. Il vous a expliqué un peu tout ça, comment ça marchait. Donc c'est pas facile à comprendre de prime abord, ok. Donc là on va parler maintenant de quand ça déraille, quand ça marche plus. Donc on va parler des troubles de l'équilibre acido-basique, ok. Donc du coup Greg il vous l'a dit, le pH dans le corps humain il est de 7,4 plus ou moins 0,02. Ce qui fait que dès qu'on n'est plus dans cet intervalle physiologique, on va être dans un état pathologique, c'est-à-dire que le patient il va être malade dès que le pH il sort de cet intervalle. Du coup, on définira le terme d'acidose quand on a un pH qui est inférieur à 7,38 et le terme d'alcalose qui est quand on a un pH plus grand que 7,42. Donc ça, c'est hyper important à connaître puisqu'en fait, on vous demandera à chaque fois de diagnostiquer des patients et en fonction des valeurs qu'on va vous donner, de dire il est en acidose, on verra, respiratoire, machin. Donc ça, acidose, alcalose, c'est la base des bases. Inférieur à 7,38, acidose, et supérieur à 7,42, alcalose. Donc là, on est hors des limites physiologiques, donc on est à l'état pathologique. Et donc, un trouble acido-basique, du coup, c'est une anomalie de la concentration en acide fixe et ou volatile, donc ça, Greg vous l'a dit. Et en fait, on va avoir deux types de troubles. Vous le savez, du coup, maintenant, c'est l'équilibre acido-basique, c'est un mixte, en fait, entre, du coup, ce qui est équilibre pulmonaire et équilibre métabolique. Donc, pulmonaire, les poumons, et métabolique, tout ce qui est rénal, bicarbonate, tout ça. Donc, en fait, il peut y avoir une des deux boucles qui déraille à un moment, et du coup, ce qui fait que ça conduit à un état pathologique. Donc, si le problème, il est au niveau respiratoire, on va avoir, du coup, une anomalie de la concentration en CO2 dissous. Donc le CO2 dissous, vous le savez, c'est S, c'est le coefficient de solubilité fois la PCO2, on vous l'a dit tout à l'heure. Et du coup, on peut avoir cette PCO2 qui sera en excès ou qui sera en défaut. Donc du coup, la PCO2, vous le savez, c'est 39 plus ou moins 3 mm de mercure. Donc si on est en excès, pareil, donc là on est supérieur à 42 mm de mercure, on sera en acidose respiratoire. Pourquoi en acidose? Parce qu'en fait, le CO2, qu'est-ce que c'est? C'est un acide. Du coup, si on a une PCO2 qui est trop grande, ça veut dire qu'on a trop de CO2 à l'intérieur de notre corps. Donc trop d'acide dans le corps. Donc du coup, une PCO2 qui est trop importante entraînera un pH qui du coup sera diminué, donc qui sera inférieur à 7,38 comme on l'a vu ici. Okay, et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est que le CO2 est un acide. Donc si on en a trop dans le corps, on a une grande PCO2 et du coup un pH qui lui par contre se rapetissait. Et à l'inverse, si on a un défaut de CO2, ça veut dire qu'on n'a pas assez de CO2 dans le corps, d'accord? Donc là, on aura un pH qui va augmenter, parce que du coup, on aura moins d'acide, donc plus de base, donc le pH augmentera, et là, on sera en alcalose, et du coup respiratoire, puisque le problème se situe au niveau respiratoire. Et le trouble, à l'inverse, il peut pas du tout être pulmonaire, mais venir de la partie plus métabolique, avec du coup une anomalie de la concentration en acide fixe, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est bicarbonate, tout ça. Donc on peut avoir un excès du coup d'acide fixe, donc là pareil, trop d'acide, donc acidose, mais cette fois-ci métabolique, parce que le problème il est au niveau métabolique. Et à l'inverse, défaut de la concentration d'acide fixe, donc pas assez d'acide fixe, donc du coup pas assez d'acide, donc le pH qui va augmenter, et donc là on sera en alcalose métabolique. Donc ça c'est hyper important à comprendre pour bien classer les troubles en fait en fonction des signes que vous avez. Et donc un trouble, il peut se présenter sous 3 formes différentes. Il peut être pur, partiellement compensé ou compensé. Donc un trouble pur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que l'anomalie ne concerne qu'une classe d'acide, d'accord? C'est un trouble aigu, c'est par exemple un trouble qui vient d'arriver. Ça ne concerne qu'une seule classe d'acide, qu'une seule des deux boucles, donc le problème est soit respiratoire, soit métabolique, mais ça concerne qu'une seule des classes. Et donc ça, c'est pour les troubles qui sont aigus, qui vraiment viennent d'arriver, ou pour lesquels le corps n'a pas eu le temps de compenser ces troubles. Et du coup, ça, c'est les troubles purs. Troubles compensés, où du coup, on aura une classe d'acide qui présente une anomalie, et l'autre classe d'acide qui va tendre à compenser pour atteindre un pH normal. Donc en fait, quand on a une des deux classes d'acide qui est plus physiologique, et bien en fait, l'autre va essayer de prendre le pas sur celle-ci, pour arriver à rétablir le pH. C'est ça la priorité du corps, c'est que le pH il soit toujours à la valeur normale. Et ça va être le but du corps, c'est de toujours ramener le pH dans une valeur physiologique.
Ça, c'est pareil, c'est hyper important. C'est vraiment ça l'objectif de votre corps. Et donc ça correspond plus aux troubles chroniques. Donc c'est quoi les troubles chroniques? C'est en fait les maladies chroniques, c'est des maladies que les patients ils ont toute leur vie, depuis très longtemps. Et donc là, du coup, si c'est un trouble qui est là depuis très longtemps, eh bien le corps, il aura eu le temps en fait de compenser la pathologie et donc d'arriver à mettre le pH dans les valeurs physiologiques de nouveau. Et un trouble mixte, donc là c'est les deux classes d'acides qui présentent des anomalies, donc là on verra que c'est du coup un petit peu plus problématique. Donc bien avoir cette idée-là en tête du trouble pur, ce qui est un trouble qui vient d'arriver avec une seule classe d'acide qui n'est plus physiologique, un trouble compensé où du coup on a une classe d'acide qui n'est plus physiologique, mais l'autre, donc par exemple si un problème est pulmonaire, au niveau métabolique on va pouvoir réguler pour maintenir le pH dans une valeur normale. Et donc, c'est un truc qui est très utile, que ce soit sur vos brouillons en partiel ou quoi, c'est les diagrammes de Davenport. Ça vraiment, ça vous sauvera la vie dans vos études et dans vos exercices. Donc, qu'est-ce que c'est que le diagramme de Davenport? Donc, en fait, ça permet de situer l'état acido-basique du patient. Et donc, on a ce graphique-là qui, ici, illustre la concentration en bicarbonate en ordonnée et le pH ici en abscisse. Donc, on l'a dit, le pH, la valeur normale, c'est 7,4 et la concentration normale en bicarbonate, elle est de 24 mmol par litre. Et donc ces deux valeurs-là, en fait, c'est un point qui est normal. C'est-à-dire qu'à l'état physiologique, on se situe sur ce point. Et donc les deux droites ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pression partielle en CO2, qui donc est à l'état normal d'à peu près 40 mm de mercure. Et ici, c'est la DNE. La DNE, c'est quoi? C'est la droite normale d'équilibration. Et donc elle va représenter plutôt le niveau métabolique, et la PCO2, d'accord, la pression partielle en CO2, plutôt le niveau respiratoire. Ok. Donc on verra que si on a un trouble qui est de prime abord respiratoire, ce sera la PCO2 qui tendra à bouger. Et si on a un trouble qui est métabolique, ce sera du coup la DNE qui tendra à bouger. Et donc voilà, je vous le disais, le point N il correspond à l'état normal, au pH de 7,4, la concentration en bicarbonate de 24 mmol par litre et la PCO2 de 40 mm de mercure. J'ai cru que j'allais éternuer, mais c'est bon. Et donc, je vous le disais aussi, le diagramme de Davenport normal, il est composé d'une DNE, la droite normale d'équilibration, qui passe par le point physiologique, et de la PCO2 normale, qui est à 40 mm de mercure. Et donc, on le verra, en fonction des pathologies, en fait, on va se déplacer sur l'une ou l'autre des courbes, et on va pouvoir se repérer grâce à ce diagramme de Davenport. Donc, initialement, on a deux types de troubles acido-basiques que nous pouvons traduire sur le diagramme de Davenport. Donc, on va ici prendre l'exemple d'un trouble respiratoire pur, donc du type par exemple une obstruction des voies aériennes, d'accord. Donc là, ça empêche le CO2 de sortir du corps et du coup, ça va entraîner des troubles acido-basiques. Et donc là, le problème, il est respiratoire dans ce type de trouble. Le problème métabolique, il n'y a pas du tout de souci pour l'instant, d'accord. Les reins, eux, ils vont bien. Donc la DNE ne bouge pas. En revanche, la PCO2, comme le problème il est respiratoire, et bien qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va se déplacer sur la DNE. Et du coup, si par exemple j'ai ma PCO2 qui se déplace par là, vers ce petit bout-là, tac. Donc attention pour la PCO2 sur les diagrammes de Davenport, en fait c'est inversé. C'est-à-dire que si vous avez la PCO2 qui part par là, et bien en fait la PCO2 elle augmente, d'accord? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si la PCO2 augmente, j'ai plus d'acide de CO2 dans mon corps et donc mon pH diminue. Donc bien faire attention à ça, hein. Si la PCO2 augmente, ça part pas par là, ça part bien par ici. Donc si j'ai une PCO2 qui augmente, hop, je me déplacerai par ici, mais sur la DNE. Pourquoi sur la DNE? Parce que j'ai pas de problème au niveau métabolique, tout se situe au niveau respiratoire pour le moment, donc un déplacement par ici. Et donc là, vous êtes d'accord avec moi, le pH il diminuera, donc ça entraînera une acidose respiratoire. Et ici, du coup, si ma PCO2 elle diminue, et bien du coup j'ai moins de CO2 à l'intérieur de mon corps, donc moins d'acide, et donc la PCO2 qui va se déplacer par ici sur la DNE, et donc réaugmenter le pH et entraîner une alcalose respiratoire cette fois-ci. A l'inverse, donc si le trouble il est métabolique, la PCO2 elle va pas bouger parce qu'elle n'a pas de raison de bouger, les poumons ils vont bien, mais c'est la DNE qui va bouger, et la DNE elle représente l'état métabolique du patient. Du coup, si la DNE elle bouge du coup sur la PCO2, bah, si elle, hop elle monte ici sur la PCO2, clac, du coup mon point il va se retrouver ici, mon point N. Et donc du coup là le pH il aura augmenté et donc on sera bien dans le cas d'une alcalose métabolique ici. Si la DNE va là, hop, mon pH augmente, alcalose métabolique. Et du coup ma concentration en HCO3-, eh bien elle l'augmentera elle aussi, d'accord. HCO3- c'est une base, hein, il ne faut pas l'oublier. A l'inverse du coup, si ma DNE elle diminue, et donc je me situe ici sur la PCO2,
et bien du coup là on aura un pH qui aura diminué, une concentration en bicarbonate qui aura diminué, et donc une acidose métabolique. J'espère que c'est clair. Donc là voilà, c'est exactement ce que je vous disais là avec le diagramme ici, avec l'ADNE qui se balade sur la PCO2. C'est les deux cas inverses, et là on est bien sur des troubles purs pour le moment. J'insiste. Donc on va parler plus en détail du coup des troubles respiratoires. Donc les troubles respiratoires, je vous disais, correspondent à une anomalie de la concentration en acide volatile, donc Greg vous a expliqué ce que c'était, donc le CO2 dissous, et donc de la PCO2. La PCO2, en fait, vous pouvez vous représenter ça comme la part de CO2 que vous avez, c'est-à-dire que, je vous le disais, plus elle est importante, cette PCO2, plus vous avez de CO2 dans votre corps, et plus vous avez d'acide, et donc acidose. Donc dans les conditions physiologiques, l'organisme ajuste la ventilation de manière à éviter l'apparition d'un trouble acido-basique, d'accord? Donc on va le voir, vous pouvez hypoventiler ou hyperventiler, on va voir ça juste après. Et donc un trouble acido-basique respiratoire, il est en rapport avec un trouble de la ventilation, à l'origine d'une modification de la PCO2. Donc ça c'est ce que je vous disais, si par exemple vous ne pouvez plus du tout ventiler, votre CO2 il passe plus du tout, vous ne pouvez plus extraire le CO2 de votre corps, mais du coup il va rester dans votre corps ce CO2, et donc augmenter la PCO2 et être responsable d'une acidose. Et donc l'inverse est vrai aussi. Et donc la fréquence respiratoire, elle peut varier dans deux sens. On peut hypoventiler ou hyperventiler. Donc hypoventiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez respirer moins fort, et donc que la quantité d'air qui rentrera et sortira dans vos poumons sera diminuée. D'accord? Donc du coup, si on hypoventile, donc on respire beaucoup plus doucement, donc je vais faire sortir moins de CO2 de mes poumons. D'accord? Ils vont plus rester dedans, du coup, si je respire tout doucement. Et donc si le CO2 il reste dans mes poumons, ma PCO2 qui augmente, et donc acidose respiratoire. C'est donc pour ça qu'une hypoventilation, elle sera responsable d'une acidose respiratoire. Et donc à l'inverse, une hyperventilation, donc là on respire très fort et très vite. Donc si on respire très fort et très vite, le CO2 il va sortir de façon beaucoup plus importante de notre corps. Et donc du coup on aura moins de CO2 dans notre corps, moins d'acide, une PCO2 qui diminuera, et donc qui sera responsable d'une alcalose respiratoire. Et donc si on reprend le Davenport qui est ici, donc je vous le disais, une hyperventilation, donc ça fait diminuer le CO2 à l'intérieur du corps, et donc hop, la PCO2 qui du coup va diminuer, se situer là, et donc être responsable d'une alcalose respiratoire. Une hypoventilation, à l'inverse, on se situera plus par là, avec du coup une PCO2 qui augmentera et qui sera responsable d'une acidose respiratoire. Tac. Et donc voilà, c'est exactement ce que je vous ai illustré, où là du coup, si, donc faut voir que ici notre droite normale d'équilibration, elle ne bouge pas, hein. L'ADN elle ne bouge pas, puisque là on est sur des troubles purs, où du coup le seul problème est pulmonaire. Donc là, acidose respiratoire, et par là, alcalose respiratoire, avec la PCO2 qui se déplace. Donc une acidose respiratoire aiguë. Donc aiguë, ça veut dire pur, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que le trouble il vient d'arriver, donc il n'y a pas de compensation qui s'est mise en place, rien du tout. Donc du coup, une acidose respiratoire, je vous le disais, on va avoir un excès de CO2, trop d'acide dans le corps. Et donc déplacement de l'équilibre CO2 dissous, qui va plus tendre à du coup former des H+, et des HCO3- pour aller réguler tout ça. Du coup, on a une augmentation des HCO3- et donc diminution du pH. Oui, tout à l'heure, je viens de capter que je vous ai dit des bêtises, hein. HCO3- c'est un acide. Hein. Et les ions H+, donc ils sont pris en charge par les tampons fermés de l'organisme, donc ça, bon, on n'insiste pas trop dessus pour l'instant, vous verrez ça plus tard. Du coup, ici, je vous le disais, si on a une PCO2 qui augmente, plus de CO2 dans le corps, acidose respiratoire. Si on a une PCO2 qui diminue, moins de CO2 dans le corps, alcalose respiratoire, augmentation du pH. Et donc voilà ce qui se passe quand on a une acidose respiratoire aiguë. Donc du coup, acidose respiratoire, donc vous imaginez qu'on se situe là, donc du coup, augmentation des bicarbonates, augmentation de la PCO2, parce que je me suis déplacé par là, et diminution du pH. Dans maintenant les acidoses respiratoires chroniques. Donc là c'est chronique, donc c'est-à-dire que le corps il va pouvoir avoir le temps de rétablir le pH, puisque c'est son objectif principal, rétablir le pH pour que tout aille le mieux possible au niveau du pH. Parce que sinon les réactions dans le corps elles pourront pas bien se faire et tout, donc c'est vraiment problématique. Donc le but c'est vraiment que le pH soit régulé. Et du coup la compensation elle va être rénale, elle va être métabolique. Et donc la compensation elle peut être partielle si elle vient de se faire, qu'elle commence à agir, ou totale si le pH est vraiment redevenu à la normale, on dirait que la compensation elle est totale. S'il commence à redevenir dans la normale mais que c'est pas encore tout à fait ça, la compensation elle sera partielle. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire le rein? Et bien le rein, il va augmenter l'élimination des ions H+. Parce que du coup, H+, qu'est-ce que c'est? C'est des acides. Donc du coup, le rein, vous allez pisser des acides en fait.
Et du coup, ça va diminuer la concentration en acide fixe, ce qui va ramener le pH vers la normale, mais on va le voir, ça va aggraver la variation de bicarbonate. Donc, on reprend. Si on a une acidose respiratoire chronique, donc de prime abord, acidose respiratoire, on fait comme on a fait tout à l'heure si le trouble il est pur. Donc acidose respiratoire, hop, je me déplace sur ma DNE, je suis ici, et avec du coup ma PCO2 qui augmente, mon pH qui diminue, et mes bicarbonates qui ici ont augmenté un petit peu. Je me situe là. Ok. Maintenant, la DNE, elle va bouger, d'accord? Si la DNE, elle va bouger, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, les reins, donc la partie métabolique de votre corps, va commencer à réguler le pH. Donc là, du coup, cette PCO2-là, elle n'existe plus du tout, hein. Maintenant, on se situe bien sur cette PCO2-là, qui est par exemple de 45 mm de mercure. Et du coup, la DNE, elle va bouger sur cette nouvelle PCO2. Et du coup, là, si elle bouge, hop, 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 elle va monter, 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 et paf, je vais me situer là. Et là, du coup, mon pH sera revenu à 7,4. Donc là, mon corps, il est content, mon pH, il est revenu à 7,4. Mais du coup, on peut voir que pour les bicarbonates, bah, ça va être problématique parce que là, ils sont vraiment hyper, hyper élevés. Ok. Donc je vous la refais. Acidose respiratoire. PCO2 qui augmente, plus d'acide dans le corps, acidose ici, avec du coup les bicarbonates qui vont un petit peu augmenter. Ensuite, mes reins qui vont commencer à compenser, avec du coup une DNE qui va monter, monter, monter comme ça sur la nouvelle PCO2, de façon à venir réaugmenter le pH et faire revenir le pH dans une valeur normale. Mais les bicarbonates qui du coup seront, eux, trop augmentés. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais là. Donc la compensation rénale, en fait, elle va se mettre en place rapidement, d'accord? Mais elle va mettre plus de temps à agir, d'accord? Parce que le temps que le rein il se mette en place, qu'il élimine les ions et tout, ça va prendre plus de temps. On verra tout à l'heure que la compensation pulmonaire, eh bien, elle est beaucoup plus rapide à se mettre en place et beaucoup plus rapide à agir, d'accord? Vous allez juste respirer plus ou moins fort, et ça va aller beaucoup plus vite que le temps que les reins ils se mettent en place et tout. Donc voilà pour ça. J'espère que c'est clair. Et donc maintenant, on va parler des troubles métaboliques. Donc là, c'est plus des troubles de l'anomalie, enfin des troubles de concentration en acide volatile, mais ici des troubles de la concentration en acide fixe, donc comme on vous disait tout à l'heure. Donc on a une acidose métabolique si du coup on a une charge d'acide, d'accord? Donc du coup, quand vous avez des diarrhées, il faut savoir que c'est des pertes de base. Donc du coup, si vous avez des pertes de base, donc des diarrhées c'est des pertes de base, du coup bah, vous avez plus d'acide dans le corps et donc vous allez avoir tendance à avoir des acidoses métaboliques. A l'inverse, par exemple, quand vous vomissez, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vomi quoi, mais ça arrive, et bien du coup, quand vous vomissez, c'est acide. Et donc du coup, vous allez perdre des acides. Donc du coup, vous aurez plus de base. Et donc du coup, on aura, en cas de vomissement important, des alcaloses métaboliques. Et donc des diarrhées, acidose, vomissement, alcalose. Mais on y reviendra. Et également des défauts d'élimination rénale. Donc en cas d'insuffisance rénale, vos reins ils vont moins pouvoir éliminer les ions H+, comme on a vu tout à l'heure, et si vos reins éliminent moins les ions H+, et bien du coup ils vont rester dans votre corps, et donc on en aura trop, et donc acidose. Et donc alcalose métabolique, du coup si on a une perte digestive d'acide fixe, donc c'est ce que je vous disais, des vomissements, vous perdez des acides, donc alcalose, du coup comme on a moins d'acide dans le corps, et des excès d'apport de base, donc c'est notamment le cas dans les pansements gastriques, où en fait c'est... dans votre estomac, c'est très acide, donc du coup, dans certaines pathologies, ça peut faire des ulcères et tout. Et donc là, par exemple, on va mettre des pansements gastriques pour du coup diminuer l'acidité de l'estomac. Et donc, on va apporter excessivement des bases. Et donc, ces bases, et bien du coup, ça fera augmenter le pH et donc ce sera responsable d'alcalose. Donc, on reprend le Davenport avec du coup ici les troubles métaboliques. Donc, on peut voir que ici, il faut imaginer que la PCO2 elle est ici. Et que la PCO2, bah, elle n'a pas bougé, parce que le trouble, il n'est pas du tout pulmonaire pour l'instant. Et donc, du coup, si la DNE, elle va se déplacer comme ça vers le haut, donc, tac, je me déplace, j'atterris ici. Donc là, mon pH, il aura augmenté, donc je suis en alcalose métabolique. Donc là, c'est le cas, par exemple, je vous disais, des vomissements. Si par contre, ma DNE, elle s'abaisse ici, hop, j'atterris là, et du coup, mon pH va diminuer, et donc là, je tendrai à avoir une acidose métabolique. Donc acidose métabolique pure, donc du coup, la concentration normale en acide volatile, d'accord, parce que du coup la PCO2 elle ne varie pas, et donc on va se déplacer sur la PCO2. Donc dans le cas d'une acidose, on va avoir une diminution du pH, et donc une diminution des HCO3-, et les ions H+, ils seront pris en charge à la fois par les tampons ouverts, par du coup la diminution des HCO3-, et des tampons fermés. Ça j'insiste pas trop, c'est pas trop important pour vous.
Donc du coup, acidose métabolique pure, donc acidose, mon pH qui diminue, métabolique, donc ma DNE qui bouge, et pure, parce que du coup là, j'ai qu'une seule de mes deux droites qui a bougé. Ok. Si les deux droites elles bougent, bah, le trouble il est compensé, enfin partiellement ou totalement. Et là du coup, j'ai que ma DNE qui a bougé, pas la PCO2, donc du coup, on arrive sur des troubles de ce type, avec un point qui est ici, avec un pH diminué et des HCO3- diminué. Tac. Dans le cas d'une acidose métabolique compensée, donc là du coup c'est la partie métabolique qui est plus normale, donc du coup c'est les poumons qui eux vont bien, qui vont du coup se mettre en marche pour faire revenir le pH toujours à une valeur normale. On va voir que là aussi ça aggrave la variation des bicarbonates. Donc dans le cas d'une acidose métabolique compensée, qu'est-ce qui se passe? On a une acidose métabolique, donc du coup ma DNE qui s'abaisse ici, mon acidose qui fait diminuer le pH, diminuer la concentration en bicarbonate, et du coup on atterrit ici. Mais du coup le but du corps c'est de faire revenir le pH dans une valeur physiologique de 7,4, donc on va avoir la PCO2 qui va du coup se déplacer ici sur la nouvelle DNE, hein, c'est l'inverse, tout à l'heure c'est la DNE qui se déplaçait sur la nouvelle PCO2, et bien là c'est la PCO2 normale qui va se déplacer sur la nouvelle DNE. Et donc du coup elle va se déplacer comme ça, donc la PCO2 elle va ici diminuer, d'accord, pour du coup faire réaugmenter le pH. Et donc c'est ce que je vous ai dit, si la PCO2 elle diminue, on a moins d'acide dans le corps, donc le pH qui augmente. Et donc là, on sera revenu à un pH de 7,4, donc notre corps il sera super content, mais par contre on peut voir que les bicarbonates, eh bien eux, ce sera un petit peu pas top quoi. Et donc voilà, diminution des bicarbonates, diminution de la PCO2 qui se déplace ici, et pH normal. Donc je vous la refais vite fait. On a notre trouble d'acidose métabolique, donc du coup la DNE qui s'abaisse ici, ma PCO2 qui ne bouge pas pour l'instant puisque le trouble est uniquement métabolique, donc on se situe ici, ma nouvelle DNE elle est là, et la PCO2 va se déplacer sur la DNE pour faire réaugmenter le pH. Donc on vous invite à aller voir sur YouTube, il y a une vidéo qui a été faite par des anciennes équipes et qui explique du coup tous ces diagrammes de Davenport un petit peu plus en détail ici. Donc on va parler maintenant du calcul de l'excès d'acide fixe. Donc dans le cas d'une acidose métabolique, donc c'est ce que je vous disais, il y a trop d'acide fixe, d'accord? On a un problème au niveau métabolique, donc les reins, ils peuvent plus éliminer les ions H+, et donc du coup, ils vont rester dans le corps, les ions H+, et donc être responsables d'une acidose et métabolique, puisque le problème est au niveau métabolique. Donc, on a ici un diagramme de Davenport où on peut voir qu'on a 3 points qui sont dessinés. Donc le point N, c'est le point normal. Le point P, ici, ça représente l'état du patient. Et on va définir un autre point, P'. Et ce point P', en fait, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à calculer ça, là. Et ça, c'est quoi? C'est la variation de bicarbonate. D'accord? Et ça va être important, du coup, pour savoir, pour reperfuser les patients, par exemple, combien de bicarbonate on doit leur apporter. D'accord? Nous, on veut déterminer ça, là. Et ça, on ne sait pas, du coup, combien ça fait. Et donc du coup, ça nécessite quoi? Ça nécessite de connaître la pente de cette droite, ok? Ça vous l'avez vu en maths ce que c'est la pente. Du coup, on pourra le déterminer in vitro sur le sang du patient, on fera des approximations suffisantes en pratique, et donc il faut calculer la valeur qui est ici. Du coup, on aura 2 points sur la droite, le point ici et le point ici. Et à partir de ça, eh bien, on pourra déterminer la pente de la droite, et donc on va voir ce que ça va pouvoir faire. Bon, ça, grosso modo, faut pas trop vous embêter avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a une formule raccourcie qu'on vous donne. Donc la formule raccourcie, qu'est-ce que c'est? C'est donc le delta d'acide fixe, donc la variation d'acide fixe, donc le petit truc vertical que je vous montrais. Donc la variation des bicarbonates, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à 24 moins HCO3 moins la pente de la DNE fois 7,4 moins le pH. Donc ça, c'est pas du tout une formule officielle, c'est une formule que le tutorat vous donne, mais qui marche à chaque fois. Et donc cette formule, on vous la démontrera dans une prochaine vidéo, mais là, du coup, j'insiste pas plus. Donc on va faire un exemple de cas clinique. Donc on vous dit qu'on reçoit un patient en acidose métabolique pure. Donc ça, déjà, on vous donne la pathologie, donc c'est bien. Dans l'échantillon sanguin du patient, quand on rajoute 43 millimoles de bicarbonate, on vous dit que le pH diminue de 2, et on va vous demander de calculer l'excès d'acide fixe. Et donc dans les données, on vous donne la concentration en bicarbonate, donc qui est de 21. Donc, vous savez que normalement c'est 24, donc là la concentration elle a diminué. Et le pH de 7,36. Donc là pareil, vous savez que le pH il a trop diminué. Donc du coup on est bien dans une acidose et métabolique du coup, puisqu'on a une concentration en bicarbonate qui a ici diminué.
Et donc on vous demande de trouver la pente de la DNE. Donc la pente, du coup, ce sera quoi? C'est la pente d'une droite delta Y sur delta X. Donc là, delta Y, c'est les bicarbonates, d'accord? Et le delta X, donc le pH, les abscisses, c'est le pH, je vous rappelle. Et donc en fait, on vous donne tout dans l'énoncé pour pouvoir calculer cette pente, puisque du coup, on vous dit que quand on a une variation de 43 mmol par litre, on a une variation du pH de 2. Donc en fait, on aura un rapport de 43 sur 2, et donc 21,5 mmol par litre par unité de pH, ce sera la pente de la droite, ok? Variation des Y sur variation des X, d'accord? Tout vous était donné là, 21,5. Donc ça, c'est la pente de la DN. Donc maintenant, on vous demande de trouver ce fameux X par un produit en croix. Donc on sait que du coup, une unité de pH, ça va être responsable de 21,5 mmol par litre de variation. Et donc du coup, on se demande 0,04 unité de pH, de combien ça va être responsable. Donc on fait le produit en croix et on trouve 0,86 mmol par litre. Et donc on a un X qui est ici de 20,14 mmol par litre. Et donc du coup, on aura on va le voir, un nouveau point, d'accord, le point qui représente l'état P, qui sera pour une concentration en bicarbonate de 20,14. Et donc on vous demande du coup de calculer la variation. Donc la variation, vous le savez, c'est 24, donc ma valeur physiologique, moins ma valeur pathologique du coup, qui sera donc de 24 moins 20,14, et donc 3,86 millimoles par litre. Ce qui veut dire que si on reprend le diagramme, là, donc là c'est 20,14, donc là on a une variation de 3,86. Donc un petit point méthodo pour terminer le cours. Donc pour déterminer l'état acide-basique d'un patient, il faut deux données parmi ces trois. Il faut soit le pH, soit la concentration en bicarbonate, soit la PCO2. Et à partir du moment où vous en avez deux dans ces trois-là, vous pouvez utiliser la formule d'Anderson et Hasselbalch dont vous a parlé Grégory, et du coup, vous pouvez déterminer la troisième. Donc déterminer le trouble déjà. Est-ce qu'on est en acidose ou est-ce qu'on est en alcalose? Donc ça, c'est la première des choses à faire. Regardez le pH. Si on est inférieur à 7,38, acidose, et supérieur à 7,42, alcalose. Et maintenant, déterminer l'origine du trouble. Si le trouble il est métabolique, d'accord, et bien en fait on aura une PCO2 qui aura varié de telle sorte à ramener le pH vers la normale, c'est-à-dire du coup une acidose métabolique. Donc acidose métabolique, je vous la refais, ma DNE qui s'abaisse sur mon diagramme de Davenport, et du coup ma PCO2 qui va diminuer pour ramener le pH dans la normale. Et c'est là que le diagramme de Davenport il vous sauve, d'accord, puisqu'en fait vous pouvez à partir des valeurs essayer de vous refaire un petit peu le trajet qu'on a fait avec la PCO2 qui bouge, la DNE qui bouge, et du coup déterminer de quel trouble il s'agit. Si le trouble il est respiratoire, du coup, le trouble respiratoire, c'est la PCO2 qui bouge. Donc par exemple, dans le cas d'une acidose, la PCO2 qui va augmenter, se déplacer vers la gauche, et du coup, la DNE qui va réaugmenter pour ramener le pH à une valeur normale, et donc les bicarbonates qui vont augmenter. Et donc ça, toujours en exercice, faites un diagramme de Davenport, ça va vous sauver la vie. Et donc on a ce gros diagramme un petit peu chelou, où du coup, ça vous montre en fait les différentes zones du diagramme et ça vous place du coup les troubles, voilà, c'est ça. Donc du coup, ici c'est les valeurs normales. Donc on va prendre le cas par exemple d'une alcalose respiratoire chronique. Donc alcalose respiratoire du coup, ma PCO2 qui diminue, je me déplace ici, donc je suis par exemple là, ok. Mais du coup, ma DNE qui va prendre en charge du coup toute cette variation pour ramener le pH dans des valeurs normales, ma DNE qui va s'abaisser ici comme ça, et donc on sera bien dans cette zone-là d'alcalose respiratoire chronique avec un pH qui sera stabilisé. Donc du coup, pour déterminer s'il y a compensation, s'il n'y a pas de compensation, le trouble il est pur, et du coup sur votre Davenport ça se verra comment? Par du coup une seule droite qui a varié. Et du coup s'il y a compensation, il faut regarder le pH et les bicarbonates, surtout le pH, puisque du coup si le pH il est de 16,4 mais que les bicarbonates ils sont plus normaux, du coup on aura une compensation. Et si le pH il n'est pas encore à 7,4, la compensation elle sera partielle, puisque du coup les bicarbonates seront élevés, et du coup le pH ne sera pas revenu totalement à une valeur normale, mais c'est en cours, et du coup la compensation sera partielle. Et donc on va attaquer les exercices, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice-là, nous on va faire de suite la correction. Coucou les loulous, du coup on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 que vous avez dû faire du coup. Alors on va dire l'énoncé, notre toutou préféré ne se sent pas très bien après une grosse crise d'angoisse face à un monstre.
Ce dernier hyperventile, donc là on a une première donnée, s'il hyperventile c'est qu'il respire vite et n'arrive pas à se calmer. Vera décide de lui faire une prise de sang et révèle une concentration en H3O+, donc ça revient à parler des H+, de 2,51 fois 10 puissance moins 8 mol par litre, et en bicarbonate de 20 mmol par litre. Et on a nos deux questions, du coup, rappelez la formule de Anderson-Hasselbalch, les valeurs physiologiques du pH, des bicarbonates et de la pression partielle en PCO2. Donc du coup, pour la question 1, donc il faut connaître la formule d'Anderson-Hasselbalch, il faut vraiment la connaître par cœur, c'est la plus importante de ce chapitre. Donc pH est égal à 6,1 plus log de concentration en bicarbonate divisé par S fois la pression partielle en CO2. Il faut savoir que ce S fois la pression partielle en CO2, ça revient à parler en fait du CO2 dissous. C'est la même chose. Donc avec les valeurs physiologiques du pH qui est à 7,4, des bicarbonates qui sont à 24 mmol par litre et de la pression partielle en CO2 qui est à 40 mm de mercure. Donc tout ça à savoir par cœur. Maintenant, il faut calculer la quantité de CO2 dissous, la quantité de CO2 totale et la PCO2. Donc il faut savoir qu'en fait, ils sont toutes ces quantités sont intimement liées, d'accord, via la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc déjà, ce qu'on veut en premier, c'est le CO2 dissous. Il faut savoir que du coup, c'est ce que je vous ai dit juste avant, le CO2 dissous, c'est le coefficient de solubilité du PCO2 fois la concentration, la PCO2, donc la pression partielle en CO2. Ça, donc nous là, on connaît le pH. En connaissant la concentration en fait de H3+, on connaît le pH, on connaît la concentration en bicarbonate. Du coup, ce qui nous manque, c'est ça. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, en fait, on a juste à l'isoler pour pouvoir le retrouver. Donc, il faut savoir, du coup, ça c'est des maths. Quand on veut enlever le logarithme, il faut faire 10 puissance quelque chose. Donc là, en l'occurrence, on fait 10 puissance log 2 concentration en bicarbonate sur le CO2 dissous. Ça revient du coup à annuler. Et du coup, de l'autre côté, il faut mettre 10 puissance pH moins 6,1. On isole notre CO2 dissous et on trouve que CO2 dissous est égal à du coup la concentration en bicarbonate sur 10 puissance pH moins 6,1. Et donc, comme je vous ai dit, maintenant il faut déterminer le pH, mais on le connaît parce qu'on a la concentration en H3O+. Donc du coup, on sait que pH est égal à moins log de H3O+. On a juste à faire l'application numérique et on trouve un pH de 7,6. Donc là, on n'a plus aucune inconnue, mis à part du coup notre CO2 dissous. Donc on remplace et on va trouver une concentration en CO2 dissous du coup de 0,63 millimol par litre. En fait, à partir de du coup, cette concentration de CO2 dissous, on peut maintenant déterminer la quantité de CO2 totale. Donc on sait que la quantité de CO2 totale, c'est la quantité de CO2 dissous, donc on vient de calculer, plus les bicarbonates. Donc les bicarbonates, on les connaît aussi. Donc là, on a juste à faire l'application numérique. On fait 0,63 plus 20. Et on trouvait un CO2 total de 20,63 mmol par litre. Maintenant, en fait, ce qu'on veut, c'est la pression partielle artérielle en CO2, donc la PCO2. On l'a vu juste avant que ce CO2 dissous c'est égal à donc, ce coefficient S fois la pression partielle en CO2. Donc voilà ce qui est écrit juste ici. Et donc on a juste à isoler notre PCO2. On fait notre CO2 dissous divisé par le coefficient qui est de 0,03 qui ne change jamais. Et on trouve du coup une PCO2, donc une pression partielle en dioxyde de carbone de 21 mm de mercure. Excusez, j'ai bugué. Maintenant, on vous laisse du coup un peu de temps pour faire l'exercice 2, mais on vous conseille du coup de faire pause et on va le corriger tout de suite. Du coup, on se retrouve pour l'exercice 2 qui était du coup plein de petits cas cliniques. Voilà, il fallait faire un diagramme de Davenport et préciser de quel trouble il souffre. On va commencer par le premier cas du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il se plaint de vomissements, donc ça très important, et que son bilan indique un pH de 7,5 et une PCO2 de 50 mm de mercure. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter ? On peut noter que le pH de 7,5 il est supérieur à 7,4, donc on est en alcalose. De plus, la PCO2 elle est supérieure à 40, qui est la normale. Du coup, il est en hypercapnie et du coup en hypoventilation. Ok. Ensuite, Hugo a dû vous le dire tout à l'heure, quand on vomit, on perd des acides. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Alcalose et hypoventilation. Donc, on sait qu'il va être en alcalose métabolique, puisqu'on vous parle de vomissement. Mais on sait également que comme sa PCO2, elle a varié,
il y a une compensation qui a commencé à se mettre en place. Mais comme le pH n'est pas encore revenu à la normale, la compensation n'est pas totale. On se retrouve donc en alcalose métabolique partiellement compensée. Et du coup, sur un diagramme de Davenport, le point se place ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le petit pointeur. On s'est déplacé sur l'isobare de 40 mm de mercure à cause de l'alcalose métabolique. Et du coup, il y a eu une compensation respiratoire sur une droite parallèle à la DNE. Du coup, on s'est déplacé ensuite comme ça. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, on savait qu'elle présentait un cancer des poumons et une hypoventilation. Le pH est normal et la concentration en bicarbonate est de 47,5 mmol par litre. Ok. Du coup, la concentration en bicarbonate, elle est largement supérieure à la normale qui est de 24. Et d'après le diagramme de Davenport, donc on le verra juste après, on pouvait facilement retrouver une valeur de PCO2 de 80 mm de mercure. Du coup, elle était en hypoventilation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle présente un cancer des poumons. Donc, un cancer des poumons, c'est chronique, forcément. Et du coup, elle a hypoventilé, ce qui a augmenté l'acidité. Donc, on se retrouve en acidose respiratoire chronique. Et comme c'est chronique, ça se met en place sur du long terme. Donc, le corps a eu le temps de compenser. C'est pour cela que son pH est normal. Donc, on est bien en acidose respiratoire chronique, totalement compensée. Le troisième cas, hyperventilation cette fois, un pH supérieur à la normale, donc de 7,55, et une PCO2 inférieure à la normale, puisqu'il a une hyperventilation, donc de 25 mm de mercure. Voilà, donc on en déduit quoi pour l'instant? Une alcalose et une hyperventilation, ça c'était dit dans l'énoncé. Qu'est-ce que c'est une hyperventilation? Ça veut dire qu'on élimine plus de CO2 que nécessaire. Voilà. Du coup, on se retrouve en alcalose respiratoire pure, puisqu'il n'y a pas eu de compensation, car le point du patient, il est toujours sur la DNE. Ça veut dire que le trouble s'est installé rapidement. Voilà. Donc, alcalose respiratoire, toujours pareil, on se déplace sur la DNE et on arrive du coup jusqu'à l'isobare de 20 mm de mercure. Voilà. Ensuite, le cas numéro 4... pas de difficulté respiratoire, mais se plaint de ne pas pouvoir se retenir d'aller aux toilettes et son bilan indique un pH de 7,1, donc très largement inférieur à la normale. Du coup, déjà, on peut en déduire qu'il est en acidose. Et comme il ne présente pas de difficulté respiratoire, on en déduit que sa PCO2 est physiologique, donc à 40 mm de mercure. Du coup, la diarrhée, ça signifie quoi? Ça signifie une perte de base. Donc, on est en acidose métabolique. Ce serait l'inverse dans le cas des vomissements, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vomit des acides, mais quand on a la diarrhée, on perd des bases. Du coup, on en déduit pour l'instant une acidose métabolique pure. Et si on regarde sur le diagramme de Davenport, comment on place une acidose métabolique? On se déplace sur l'isobare de 40 mm de mercure, puisqu'il n'y a pas de difficulté respiratoire, jusqu'à obtenir la valeur de pH ou de bicarbonate, suivant ce qu'on nous donne, la bonne. Donc là, on devait se déplacer jusqu'à 7,1 de pH. Voilà. Et ensuite, Madame Souffle-Coupé souffre de maux de tête et de difficultés à respirer. Son bilan indique un pH, encore une fois, inférieur à la normale, 7,22, acidose, et une PCO2 largement supérieure à la normale, 70 mm de mercure. Donc, hypoventilation. Donc, pour l'instant, encore une fois, tout ce qu'on peut voir ici, c'est acidose et hypoventilation. Qu'est-ce que c'est l'hypoventilation? C'est à l'inverse de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'hyperventilation. L'hypoventilation, ça veut dire qu'on va retenir du CO2. Donc, on va faire augmenter la PCO2. Voilà. Et du coup, pour compenser, l'organisme il va augmenter ses bicarbonates. Mais on vous a dit tout à l'heure que c'était très très long à se mettre en place. Donc ici, on est simplement en acidose respiratoire pure. Voilà, et encore une fois, comment on place ça sur le diagramme de Davenport? On se déplace, hop, sur la droite, jusqu'à obtenir, jusqu'à être sur l'isobare de 70 mm de mercure. Voilà. Du coup, on vous laisse mettre en pause et faire l'exercice 3.
Alors, pour la correction de l'exercice 3, donc d'abord on va dire l'énoncé. Donc depuis peu, Scooby-Doo est pris de difficultés respiratoires et se sent très mal. Donc là on a une première information, une difficulté respiratoire, c'est qu'il a du mal à respirer. S'il ventile pas bien, normalement il doit garder des acides en lui, donc du CO2. À son arrivée aux urgences, le médecin réalise un dosage des gaz du sang. Les résultats de Scooby sont les suivants. Donc on a une concentration en CO2 dissous de 0,82 mmol par litre. Donc là déjà on sait que la normale c'est 1,2 mmol par litre. Donc on va avoir une PCO2 qui va être diminuée. Et on a une concentration en bicarbonate de 20,6 mmol par litre. On sait que la normale c'est 24, donc les bicarbonates sont aussi diminués. Première question, calculer la PCO2 de Scooby-Doo. Donc là on utilise la formule la même qu'on a utilisée lors de l'exercice 1. Donc on sait que la concentration en CO2 dissous, c'est égal à la pression partielle en CO2 multipliée par S, le coefficient de solubilité. Donc là, on a juste à isoler, tout simplement la PCO2, qu'on divise du coup celle qu'on a dans les données 0,82 divisé par 0,03, donc S qui est la constante, et on trouve une PCO2 égale à 27,33 mm de mercure. Donc on voit que notre PCO2 déjà elle est diminuée, donc ça c'est pas bon. Ensuite, il faut calculer la concentration en CO2 total et en déduire le pH. Donc du coup, la concentration totale en CO2, en fait, c'est la somme des bicarbonates, donc HCO3-, et la somme du CO2 dissous. Donc là, ça tombe bien, du coup, on connaît les deux. On connaît les bicarbonates et on connaît la concentration de CO2 dissous. Donc on a juste à faire l'application numérique, additionner les deux, et on trouve une concentration totale en CO2 total de 21,42 mmol par litre. Alors là, je fais juste une petite aparté parce qu'on vous a toujours dit qu'on ne pouvait pas du coup additionner les concentrations. Là, c'est différent vu qu'en fait, chaque concentration est dans le même volume. C'est-à-dire que là, on est toujours dans le volume de 100. Donc à partir de là, on peut les additionner. Ça ne change pas grand-chose. C'est même normal de les additionner. Ça pose pas de problème. Donc désormais, calculons la valeur du pH pathologique de Scooby-Doo d'après la formule d'Anders-Nasselbach. Donc là, on prend toutes nos données pathologiques, d'accord? C'est important. Et qu'on va remplacer du coup dans la formule du pH. On fait l'application numérique et on trouve un pH à 7,5. Donc 7,5, on est au-dessus de 7,4, donc on est bien en alcalose là. Sur le diagramme de Davenport suivant, placez l'état acido-basique de Scooby-Doo et qualifiez son trouble. Donc avant de le placer, on va juste faire un petit résumé. On a du coup observé une augmentation du pH à 7,5. Donc ça, c'est, je viens de le dire, synonyme d'une alcalose. On a une diminution de la PCO2, donc qui est à 27,33 mm de mercure, synonyme d'une hyperventilation. Donc s'il y a une hyperventilation, dans ce cas-là, alors je me suis trompé au début, j'ai mal interprété du coup l'énoncé. Si c'est un problème de ventilation, c'est-à-dire si on dit qu'il respire mal, ça peut être soit une hyperventilation, soit une hypoventilation. Donc on pouvait pas directement faire un raccourci. Voilà, je m'excuse. Donc du coup, on a une diminution de la PCO2 donc à 27,33 mm de mercure alors que la normale est à 40, donc ça c'est une hyperventilation, puisqu'on aura moins de base en nous. Et une diminution d'acide, donc de CO2 en nous. Et on a une diminution aussi des ions bicarbonates, donc HCO3-, à 20,6 mmol par litre, alors que normalement la normale c'est à 24. Donc en fait de là, si on se place du coup sur notre diagramme, en fait, on a une alcalose respiratoire pure, vu qu'on a une diminution de la PCO2 et qu'on est en alcalose. Donc l'alcalose en fait elle est due justement à cette diminution de PCO2, le fait qu'il hyperventile, il va rejeter beaucoup d'acide volatiles, et ces acides volatiles, du coup, s'ils partent du corps, ils vont faire que le pH va augmenter, c'est-à-dire qu'il va y avoir une alcalose. Il va y avoir plus de base que d'acide. Donc du coup, on est bien dans le cas d'une alcalose respiratoire pure. Maintenant, si on le place sur le diagramme, en fait, c'est très simple. On a du coup notre PCO2 qui est aux environs de 30, donc on est à 27 et quelques, je crois. Donc c'est aux environs de 30, donc on peut placer ici. Et ensuite, nos bicarbonates qui sont à 20 et quelques millilitres, millimoles par litre, pardon. Donc on place ici, et un pH du coup à 7,5, donc on est pile ici. Donc on est encore sur la pente de DNE, donc dans ce cas-là, le trouble est uniquement respiratoire. Voilà. Maintenant, du coup, faites pause pour faire l'exercice 4 et on va vous laisser. C'est Maël qui va vous corriger l'exercice 4. C'est bon, du coup, on va se mettre à corriger l'exercice 4. Bon, du coup, je ne lis pas l'énoncé parce que vous venez de le faire. Déjà, la première question, il fallait calculer la PCO2 de Grégory. Donc, comme d'habitude, on se servait de l'équation d'Anderson-Hasselbalch, qui est pH égale 6,1 plus log de HCO3- sur CO2 dissous.
Donc il y avait deux petites choses à modifier dans la formule. Déjà, on n'avait pas le pH dans les données, donc il va falloir le calculer grâce à la formule pH égale moins log de H3O+. Et ensuite, on ne cherchait pas le CO2 dissous, mais la PCO2. Et on sait que CO2 dissous égale S, la constante SCO2 fois PCO2. Du coup, pour éviter les approximations, on peut réinjecter les deux formules dans celle du départ. Donc on se retrouve avec moins log de H3O+ égale 6,1 plus log de HCO3- sur S fois PCO2. Et ensuite, il ne nous restait plus qu'à isoler la PCO2. Donc pour ça, pour enlever le log, ça vous le verrez en maths, on prend 10 puissance, on fait 10 puissance de chaque côté. Du coup, on se retrouve voilà, avec ça. Et ensuite, il suffit de multiplier des deux côtés par la PCO2, puis de diviser par 10 puissance moins log de H3+, moins 6,1. Voilà. Ensuite, on applique avec les données que nous avions dans l'énoncé, avec HCO3- qui est égal à 40, S toujours égal à 0,03, et voilà. Et du coup, on se retrouvait avec une PCO2 d'environ 40 mm de mercure. Voilà. Ensuite, il fallait expliquer le trouble et placer le patient sur un diagramme de Davenport. Du coup, pour pouvoir qualifier un trouble, il y a 3 paramètres à regarder, le pH, les bicarbonates et la PCO2. Donc pour chacun, il va falloir que vous appreniez par cœur les normes pour pouvoir juger. Là, du coup, on les a rappelés, le pH 7,4, la PCO2 39 et HCO3- 24 mmol par litre. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pouvait observer? On pouvait déjà calculer le pH, puisque pH égale moins log de H3+, et on trouvait un pH d'environ 7,62. Donc 7,62 c'est supérieur à 7,4, et du coup, on pouvait déjà en déduire que le patient, il est en alcalose. Ensuite, la PCO2, on l'a calculée juste avant, elle est égale à 40, du coup elle est bien comprise dans les normes, donc on peut en déduire qu'il n'y a pas de problème respiratoire. Et enfin, les bicarbonates, ils étaient égales à 40, donc c'est largement supérieur à la norme qui est de 24, et du coup, on pouvait en déduire qu'il y avait bien un trouble métabolique par excès de bicarbonate. Du coup, au final, qu'est-ce qu'on pouvait dire? On pouvait dire qu'il était en alcalose métabolique pure et non compensée, puisque la PCO2 était encore à sa valeur normale. Du coup, ensuite, il fallait placer sur un diagramme de Davenport. Donc, comment on fait? Pour le placer sur un diagramme de Davenport, on avait calculé le pH. Donc, on montait à la verticale du pH, qu'on avait calculé, à l'horizontale de 40 pour les bicarbonates, et du coup, on était bien sur l'isobar de 40 mm de mercure. Et voilà, et du coup, on plaçait très facilement notre point. Et enfin, il fallait expliquer comment la compensation en fait elle va se mettre en place et replacer Grégory sur le diagramme une fois que cette compensation s'est mise en place. Voilà. Donc bon, ça vous avez compris, je pense, lors d'un trouble, en fait, l'organisme il va toujours chercher à ramener le pH dans des valeurs normales. En fait, le reste, il s'en fiche que ce soit pas dans les valeurs normales, c'est vraiment le pH qui va chercher à ramener dans des valeurs normales. Donc, comme le trouble il est métabolique ici, pour compenser, il va falloir utiliser la respiration. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire Greg? Il va hypoventiler pour augmenter la PCO2 et du coup diminuer le pH. Le seul problème, c'est que l'effet néfaste de ça, c'est que ça va aggraver l'augmentation des bicarbonates, comme vous le verrez juste après sur le diagramme. Voilà. Donc là, on a notre point de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour placer le point après compensation? On trace ou dans sa tête, ou voilà, une pente qui est parallèle à l'ADNE et qui passe par le point pathologique. Et ensuite, on se déplace sur cette droite, voilà, jusqu'à obtenir 7,4 de pH, puisque c'est ce qu'on cherche. Et du coup, voilà, on a notre nouveau point. Et on voit qu'effectivement, la PCO2 a augmenté, mais les bicarbonates ont d'autant plus augmenté. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. On vous laisse faire l'exercice 5. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. On va donc corriger l'exercice 5. Donc on va lire l'énoncé. Un samedi après-midi, Daphné décide d'aller faire quelques longueurs à la piscine du coin.
Le problème étant que cette dernière, ne sachant pas vraiment nager, passe de justesse à côté de la noyade au bout de 10 mètres. Lorsque les secours la sortent de l'eau, elle a du mal à respirer pendant quelques minutes. Le médecin sur place décide de calculer son pH pour être sûr que tout va bien. Il trouve des bicarbonates à 32 mmol par litre. Donc dans les données, on a seulement la pente de l'ADNE qui est de moins 21 mmol par litre par unité de pH. Donc première question, calculer le nouveau pH à l'aide de la pente de l'ADNE. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on fait. Donc pour calculer le pH à l'aide de la nouvelle pente de l'ADNE, il faut savoir que l'ADNE c'est une droite, donc la droite normale d'équilibre, et comme toute droite, elle possède du coup un coefficient directeur, sa pente. Ça, vous l'avez vu au lycée. Ici, sa pente, nous l'avons, et elle est de moins 21 mmol par litre par unité de pH. Donc mathématiquement, en fait, on peut définir ce coefficient comme étant, donc ici vous la voyez, la droite normale d'équilibre, c'est ça, et on peut la définir comme ça. Donc pente de l'ADNE est égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1. On sait qu'au niveau des y, ça va être la valeur des bicarbonates, au niveau des x, ça va être les valeurs du pH. Donc du coup, on sait que y2, c'est la valeur qui est pathologique, moins y1 qui est la valeur physiologique. x2, ça va être la valeur pathologique, et x1, la valeur physiologique. Donc pour les x du pH, pour les y du coup, des bicarbonates. Donc là en fait on a tout, sauf du coup la valeur pathologique du pH qui est celle qu'on cherche. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va isoler ce x2, donc en utilisant bien la formule qu'on a vue juste avant avec la pente de l'ADNE. En isolant du coup ce x2, on se retrouve avec x2 est égal à y2 moins y1 sur la pente de l'ADNE, donc on a plus x1. Donc là on a toutes les données, on a juste à faire de l'application numérique pour ensuite trouver notre x2. Donc on se retrouve avec 32 donc, millimol par litre de bicarbonate, donc pathologique, moins 24 la normale, divisé par moins 21 la pente de l'ADNE, plus 7,4 du coup le pH qu'on a en physiologique. Et on se retrouve avec un pH de 7,02. Donc là, un pH pathologique à 7,02, c'est vraiment la crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ce genre de pH n'existe pas, mais là, vu qu'on est dans le cadre d'un exercice, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est juste pour l'exercice, voilà. C'est pas les réelles conditions. Donc du coup, maintenant, il faut calculer la concentration pathologique en CO2 dissous. Donc là, on va utiliser tout simplement la relation d'Edersen-Hasselbalch, que vous devez connaître par cœur, donc je ne vais pas vous la reciter. Donc du coup, on doit juste isoler le CO2 dissous, vu qu'on connaît notre concentration en bicarbonate et qu'on connaît tout le reste. Donc après simplification du coup par le logarithme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on se retrouve avec du coup CO2 dissous est égal à la concentration en bicarbonate sur 10 puissance pH moins 6,1, donc on connaît tout, on a notre pH pathologique, notre concentration en bicarbonate pathologique, on a juste à remplacer dans l'équation, donc CO2 dissous est égal à 32 divisé par 10 puissance 7,02 moins 6,1, et on se retrouve avec une quantité CO2 dissous à 3,85 mmol par litre, ce qui est énorme. Donc voilà, c'était tout pour l'exercice 5, maintenant je vous laisse avec l'exercice 6. Du coup, pour l'exercice 6, vous aviez quelques données, la PCO2, la concentration en H3O+, et le volume sanguin. Et déjà, on vous demandait de quel trouble il s'agit. Donc, il y avait deux moyens de le savoir. Soit on voyait qu'il y avait une diarrhée. Donc, encore une fois, une diarrhée, ça veut dire qu'on perd des bases. Du coup, si on perd des bases, les bicarbonates, ils sont éliminés, donc, et leur taux, il va diminuer. En conséquence, l'équilibre dont on vous parle entre les HCO3- et les H+, va être rompu. Et du coup, il va y avoir beaucoup trop d'acide par rapport au bicarbonate. Et du coup, on va se retrouver avec un excès de protons et une acidose. Et du coup, pour savoir de quel type d'acidose il s'agissait, c'était très facile. Lié à la diarrhée, c'est forcément métabolique. Voilà. Et sinon, il y avait une deuxième méthode. On partait par le calcul du pH. Donc, pH égale moins log de H3O+. H3O+, vous l'aviez, donc vous calculiez et on trouvait un pH de 7,25, ce qui confirme bien une acidose. Et encore une fois, c'est métabolique puisque la PCO2 n'a pas varié et qu'on est dans le cas d'une diarrhée. Donc acidose métabolique pure. Ensuite, il fallait calculer la quantité de base à administrer afin que le pH revienne à la normale. La formule à utiliser, encore une fois, c'est la formule d'Anderson-Hasselbalch, donc vraiment à connaître par cœur. Donc déjà, pour répondre à cette question, il va falloir calculer la différence entre la bicarbonatémie physiologique
et la pathologique que nous avons ici. Et ensuite, on pourra calculer la quantité à administrer. Donc, on peut poser HCO3- physiologique égale X. Donc, X, ça va être la quantité à ajouter, plus HCO3- pathologique. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche HCO3- pathologique, puisque le physiologique, c'est toujours le même, c'est 24. Donc, on va isoler HCO3- pathologique dans la formule d'Anderson-Hasselbalch. Voilà. Je vous laisse regarder. Voilà. CO2 dissous, on le remplace par SpCO2 puisque c'est les valeurs que nous avons dans l'énoncé. Et du coup, on se retrouve avec HCO3- pathologique égale 10 puissance 7,25, le pH pathologique du coup, moins 6,1 fois 0,03 fois 40 puisque la CO2 n'a pas varié. Et du coup, on se retrouve avec un HCO3- pathologique de 17 mmol par litre. Du coup, il suffit de reprendre la formule de tout à l'heure, de remplacer HCO3- pathologique par ce qu'on vient de calculer, et on pourra trouver X. Du coup, X égale 24-17 égale 7 mmol par litre. Mais pour l'instant, X c'est une concentration, sauf que nous on veut une quantité. Du coup, il suffit de multiplier ce X par le volume du compartiment sanguin que vous aviez dans l'énoncé. Du coup, pour trouver la quantité, on fait 7 fois 5 égale 35 mmol. Et du coup, il faudra une perfusion de 35,5, je sais pas pourquoi, millimol de bicarbonate afin que le pH revienne à la normale. Voilà. Et du coup, vous avez 2 petits exercices bonus que vous pouvez faire. On va faire normalement avec les masques. Voilà, du coup, c'est fini pour cette petite vidéo sur l'acido basique. Donc, on espère que ça vous aura servi. Donc, n'hésitez pas à faire les exercices bonus. De toute façon, on mettra le TD donc, dans la rubrique pré-rentrée. Donc, le TD, pareil, avec sa correction. Et donc, voilà, ça regroupera tous les exos. Donc, on vous fait de gros bisous. Bisous. Et à bientôt pour encore plus de vidéos. C'est parti. C'est trop chiant.